Bonjour. Aujourd'hui dans cette émission un petit peu spéciale, on va parler du rêve notamment, à travers deux rêves que j'ai faits. On va montrer en quoi ces rêves permettent de penser quelque part en dehors du temps. On posera notamment la question du temps, la question de l'espace et des mondes. Comment est-ce qu'il est possible éventuellement de penser à d'autres mondes, de se penser en d'autres mondes, de se penser aussi dans d'autres consciences, voilà, à travers donc ces deux rêves que je vais vous expliquer. Le premier rêve, c'est un rêve que j'ai fait il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps. Alors, dans mon rêve, j'étais en principe ici. J'ai fait un schéma pour que ça soit un petit peu plus clair. J'étais en principe ici et je me suis retrouvé ici. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a des pointillés. Ces pointillés correspondent à quelque chose d'autre. C'est-à-dire que c'est comme si je m'étais retrouvé au cours de mon rêve. Je me représentais pas moi-même, mais je m'étais retrouvé au sein d'un autre espace, d'un autre monde. C'est-à-dire que le monde dans lequel j'étais n'était plus tout à fait le même monde, celui auquel j'étais habitué, celui auquel je m'attendais à me retrouver. Mais j'étais dans un autre monde, d'où les pointillés qui soulignent qu'il y avait autre chose. Il y a aussi les pointillés en noir. Les pointillés en noir renvoient au monde actuel, au monde où j'ai l'habitude d'être, y compris dans mes rêves. Or, dans ce rêve, je me suis retrouvé dans un autre monde qui était à la fois familier, parce qu'il y avait des éléments représentant le monde habituel, et dans un autre monde qui était voisin, mais qui était plus tout à fait le même. Alors, je l'ai signifié un petit peu avec cette métaphore des deux îles. Alors, il y a au sud l'île Sainte-Marguerite et ici l'île Saint-Honorat, qui sont au large de Cannes. En fait, dans l'idée, c'est comme si vous partiez du port de Cannes et que, au lieu de vous retrouver sur l'île Sainte-Marguerite, vous vous retrouvez sur l'île Saint-Honorat. Alors, c'est un petit peu étrange parce que il y aura des éléments en commun, il y aura la végétation qui sera en commun, vous serez sur une île, il fera beau, etc. Mais il y aura des éléments différents. Si vous vous trouvez sur Saint-Honorat et non pas Sainte-Marguerite, vous aurez par exemple un monastère, l'île sera plus petite, vous aurez un monastère, contrairement à l'île Sainte-Marguerite où il y aura un fort, une forteresse. Donc dans l'idée, c'est un petit peu ça. Je me suis retrouvé en rêvant dans un autre monde, qui n'était pas dans un autre espace. Donc je voyais la représentation en fait de cet espace et je savais que j'étais dans un autre espace, un espace qui était différent, mais qui en même temps avait partagé quelque chose avec l'espace où je pensais être. Donc il y avait à la fois une différence entre le monde attendu, l'espace attendu, parce que c'était vraiment une représentation de l'espace, et une familiarité, une étrange familiarité, pour faire référence à Freud, avec le monde, une inquiétante même familiarité avec le monde dans lequel je pensais être. Et pendant le rêve, en fait, donc je me voyais pas, mais j'étais comme, comme dans la vie de tous les jours, sans me représenter, et je voyais ce qui m'entourait. Et parmi ce qui m'entourait, je voyais comme la structure mathématique du lieu où j'étais, c'est-à-dire ici. Et dans cette structure mathématique, là je l'ai représenté par WIJ, et je voyais plusieurs dimensions. Donc bon, c'est un espace à 3 dimensions, un espace euclidien en principe dans lequel on vit, donc ça serait IJK. Mais dans mon rêve, c'était Ishi. Iji parce que bon, cette semaine-là, j'avais travaillé la théorie de l'information de Shannon. Et dans la théorie de l'information de Shannon, il y a des petits coefficients comme ça qui interviennent, qui correspondent à des variables aléatoires. Et donc, c'est comme si j'avais vu dans mon rêve, donc je voyais la structure un petit peu comme ça,
Et cette structure, je voyais comme une formule mathématique qui permettait de la décrire. Je voyais pas la formule mathématique elle-même, mais je savais qu'il y avait une formule mathématique. D'où l'idée que ce monde-là, quand on regarde les différences entre le monde dans lequel je suis arrivé dans le rêve et le monde auquel j'aurais dû arriver, le monde habituel, si on fait les différences, on voit qu'il y a en effet des points communs, et il y a aussi des différences. Et l'idée, ça serait qu'il y aurait un autre monde, une sorte de structure, de laquelle déclinerait plusieurs mondes, peut-être une infinité de mondes, on ne sait pas, mais beaucoup de mondes, dont le monde actuel et l'autre monde qui était dans mon rêve, qui présente des similitudes et des différences. Alors la question c'est comment est-ce qu'on peut revenir en arrière? On peut étudier les différences entre les deux mondes pour essayer de découvrir quelle est la structure. Là je parle de structure initiale, mais c'est pas tout à fait une structure initiale, d'un point de vue temporel en tout cas. Je parle de matrice ou de mère, mais d'un point de vue, il faut pas le voir d'un point de vue chronologique en fait. Il faut le voir comme une structure de laquelle pourrait découler, décliner par-delà le temps, différentes structures du monde avec cette structure initiale, on va dire. D'ailleurs, je l'ai appelé W0, mais en fait, ce serait plutôt IJK pour être exact. Voilà. Voilà, donc pour ce premier rêve, alors ce premier rêve, je m'en suis pas trop souvenu sur le coup. Et j'ai écouté ensuite une conférence d'Étienne Klein qui parlait d'Einstein. Et il disait qu'Einstein, justement, se mettait dans un état entre veille et sommeil, souvent après le déjeuner. Et qu'en 1907, je crois, il avait ainsi découvert le principe d'équivalence, qui allait être très très important pour la théorie de la relativité générale. Et donc il se mettait dans un état entre veille et sommeil, un état où il n'était pas tout à fait endormi, où il laissait un petit peu divaguer son imagination en se posant tout de même un problème, une problématique, et en étant capable de se souvenir de ce qu'il avait été amené à penser, à découvrir, etc. Et donc j'ai écouté Étienne Klein, et je me suis plus ou moins endormi, alors j'ai coupé la vidéo, et je me suis endormi pendant 1h30. Et alors, 1h30 après, à peu près un cycle de sommeil, après, c'était 2 jours après le premier rêve, je me suis réveillé, et c'est là que j'ai commencé à dessiner la plupart des éléments qui étaient là. Donc j'ai dessiné ces deux mondes d'abord, j'ai commencé par ce monde-là, puis ce monde-là, montrant comment essayer de trouver une représentation de ce modèle-là, parce qu'on peut le voir comme un autre modèle. J'ai essayé de montrer en quoi il pouvait être différent, trouver un code de couleur pour montrer que c'était différent, et en même temps qu'il y avait des points communs, et que ça renvoyait à un monde, à une structure commune de laquelle déclinerait une multitude de mondes, peut-être une infinité de mondes. J'ai défini la recherche de cette fonction qui permet d'une zone de départ, on va dire, jusqu'à une zone d'arrivée, de décrire une multitude de mondes. Et je l'ai appelée f, cette fonction. J'ai bien noté qu'il y avait effectivement une familiarité et une différence par rapport au monde attendu. J'ai défini une fonction G qui serait une sorte de fonction différentielle qui permettrait peut-être de remonter au moins depuis ces deux mondes-là jusqu'au monde WIJ, pour ensuite, par déclinaison, repartir via F sur un ensemble de mondes, ce qui permettrait en fait de parcourir un ensemble de mondes
au moins depuis le rêve. C'est-à-dire qu'on pourrait visiter dans notre rêve, l'idée ça serait ça, dans notre rêve, si on accède à cette fonction-là, qui permet de revenir en arrière, et cette structure-là, ça permettrait de visiter une infinité de mondes. Donc l'idée c'était ça. Alors je me suis demandé, par rapport au modèle précédent, vous avez vu le modèle 1, le modèle 2, qui sont des modèles chronologiques. Le modèle 1 notamment, le modèle 2 est un modèle chronologique et synchronique, dans lequel on voyait les effets du temps. C'est-à-dire qu'une personne, il y a une ligne de vie, ici une personne naît, une personne meurt, va dans un autre monde. Donc dans le temps, on voit les effets du temps. Ce qui est représenté, c'est pas le temps, mais ce sont à travers les lignes de vie et à travers les communications qu'il peut y avoir entre les mondes, les effets du temps. Et là, je me suis demandé, dans ce modèle-là, où pouvait être le temps? Où est le temps? Eh bien, ce serait peut-être le premier modèle qui ne serait pas chronologique. Un petit peu comme dans la physique. Dans la physique, notamment avec la physique quantique, on se pose la question de l'émergence du temps. Est-ce que le temps, finalement, ne serait pas une propriété secondaire des phénomènes? Est-ce qu'il n'y aurait pas une émergence du temps à partir de phénomènes aléatoires? Ça, c'est vrai en mécanique quantique. C'est peut-être vrai aussi en relativité, où on a finalement un espace en 4 dimensions, relativité restreinte, où on a un espace en 4 dimensions, incorporant les 3 dimensions de l'espace habituel, avec la dimension temporelle. Et on fait des diagrammes de Minkowski. Alors, la question donc c'est, où est le temps dans ce modèle-là? Est-ce qu'il y a besoin d'un temps, effectivement, au sein du rêve, pour repasser ici à la structure initiale et redécliner et visiter l'ensemble des mondes? Eh bien, la réponse, c'est que dans ce modèle-là, dans cette structure-là, il n'y a pas besoin de temps. Le temps n'est pas un paramètre qui est nécessaire. Et c'est comme si on était en dehors du temps et qu'on ne subissait plus les effets du temps. Parce que le temps, on ne le voit jamais, mais ce sont ses effets. Donc on est dans un lieu, dans une structure, je ne sais pas exactement comment le décrire, où le temps, finalement, n'a pas besoin d'intervenir. Il n'y a pas besoin de succession, il n'y a pas besoin de chronologie. Voilà, donc ça c'était une des conclusions à laquelle je suis arrivé à la suite on va dire du deuxième rêve, deuxième phase de sommeil qui m'a permis de décrire ça. Et ensuite, ensuite j'ai cherché des métaphores. Alors il y a la métaphore de l'île, il y a la métaphore peut-être un peu moins heureuse de la matrice, parce qu'il y a encore la dimension chronologique ou de la mer, comme vous savez, comme avec la pomme de terre. Mon grand-père faisait ça quand il faisait des pommes de terre. Il appelait ça la mer, il plantait la mer, c'est-à-dire une pomme de terre, c'était une pomme de terre toute noire, toute rabougrie, qu'il plantait dans la terre. Et cette pomme de terre donnait de nouvelles pommes de terre. Et il appelait cette pomme de terre la mer. Bon, j'appelle ça la matrice. On peut appeler ça la matrice ici, mais en retirant la dimension chronologique, parce qu'on a vu que finalement, dans ce modèle-là, pour accéder à différents mondes, si on arrive ici, on peut arriver ici, on n'a pas forcément besoin de temps. Non pas que les choses se fassent forcément de manière instantanée, mais la question du temps, finalement, ne se pose plus en dehors du rêve, ne se pose plus au sein du rêve. Elle se pose qu'actuellement en dehors du rêve, à condition que je ne rêve pas. Dans l'idée aussi, c'était de montrer la métaphore du moi dans un miroir. Pour faire comprendre ça aussi, c'est comme quand on se voit dans un miroir, on se reconnaît, c'est bien sûr nous-mêmes, mais l'image, c'est pas tout à fait nous-mêmes parce que c'est inversé. Par exemple, j'ai l'arrêt à droite un miroir, alors que c'est l'inverse dans la réalité. Mais c'est quand même, ça renvoie quand même à la même personne. Mais c'est une image, donc c'est la même personne. Enfin, c'est une personne qui, par l'image, renvoie
à peu près la même chose, mais aussi des différences. Voilà, donc pour le cheminement. Et alors, ce qui est devenu intéressant aussi, c'est que je me posais ensuite la question de la conscience. Alors, la question de la conscience, c'est assez compliqué. Où se trouve la conscience? C'est une question qu'on n'a jamais cessé de se poser. Alors, pour Aristote, la conscience, par exemple, n'était pas située au niveau du cerveau, c'était plutôt au niveau du cœur. Il y a eu tout un cheminement, et avec la technologie, on s'est aperçu que avec la technologie, on a quand même progressé, mais on n'a jamais en fait résolu cette question. La question de savoir où est située la conscience est une question qui finalement, à mon avis, est mal posée. Et si on n'a pas trouvé de réponse à cette question, on ne sait pas comment la conscience émerge d'un cerveau, par exemple. On peut imaginer qu'on a besoin d'un cerveau pour qu'il y ait une conscience. Mais ce cerveau, on ne sait pas déjà comment ça se passe, et ce cerveau n'est pas forcément le lieu où se situe la conscience. Parce que la question est peut-être mal posée, il n'y a pas forcément de lieu pour la conscience. Et donc ça ramène à cette idée que, et cette autre question fondamentale, cette idée d'absence de lieu, et peut-être aussi en dehors du temps, et cette autre question, la conscience, comment être certain que quelqu'un d'autre, que nous ne sommes pas les seuls à être conscients? Comment est-ce que je peux être certain que je ne suis pas le seul à être conscient? Je peux voir les autres, je peux regarder comment ils se comportent, etc. Mais jamais je me mettrai à leur place. Jamais je me mettrai à la place d'une autre personne pour être certain de savoir ce qu'elle éprouve, ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense en termes de conscience. Ça, c'est pas possible. Dans le monde dans lequel on vit, ce n'est pas possible. Et je me posais cette question, je me dis, mais en fait, on peut pas résoudre la question de la conscience parce qu'on n'est pas capable de sortir de sa propre conscience, a priori. On n'est pas capable malgré l'empathie, malgré le fait qu'on puisse ressentir les émotions des autres, on peut pas effectivement, parce qu'on est affecté, on l'a vu, à un corps au sein d'un monde qui recueille une âme, qui est le rapport au temps, on peut pas ressentir la même chose que les autres, on peut pas vivre la même expérience de conscience. Ça peut être conscience, ça peut être pensée, ça peut être raison, ça fonctionne pour tout ça. D'ailleurs, il n'y a pas forcément de différence si significative entre la conscience, la raison. La pensée, c'est autre chose. La pensée, justement, c'est quelque chose qui est... J'en avais parlé dans une émission précédente. La pensée, c'est quelque chose qui est fuyant, qui est toujours en mouvement, qui est incommunicable autrement qu'à travers un modèle. Mais le modèle, c'est déjà plus la pensée. Le modèle, c'est quelque chose de fixe, c'est quelque chose de communicable. Ah, la pensée, c'est quelque chose qui fuit, y compris la personne qui est amenée à penser. Il n'y a pas de propriété de la pensée. Et les modèles, justement, sont communicables grâce, ils restent à peu près les mêmes, d'une personne à l'autre, à travers les représentations. On l'avait vu avec le modèle 1, il y a plusieurs représentations possibles d'un même modèle. Par contre, la pensée est toujours en avant. C'est quelque chose de toujours dynamique, qu'on ne peut pas saisir. On ne peut pas communiquer. Et très peu de personnes pensent, au fond. Et parmi les personnes qui pensent, il y en a sans doute qui ne savent pas qu'elles pensent, ou qui le pressentent, et qui ne sont pas capables en tout cas, d'en rendre compte déjà à elles-mêmes, et aussi aux autres à travers des modèles, des représentations.
Pour la pensée, alors comment est-ce que, pour revenir à la question de la conscience, comment est-ce qu'on pourrait ressentir, se mettre à la place de quelqu'un d'autre? Alors, notre monde actuel, on peut pas. Et bien là, il y a peut-être une solution. Il y a peut-être une solution. Si on va ici, alors la conscience, ça c'est représenté par l'œil, ici. En fait, quand je suis ici, c'est comme si je voyais la structure de... Je suis ici. C'est comme si je voyais la structure dans mes rêves, dans mon premier rêve. C'est comme si je voyais la structure du lieu qui m'entourait. Et moi, je me vois pas. Mais j'ai conscience que ce que je vois, c'est, sans faire de retour sur moi-même, c'est parce que je suis là. C'est bien parce que je suis là. Alors je le représente en dehors, je suis à la fois en dehors et à l'intérieur, parce que je suis dans le monde, mais je ne me représente pas. Un petit peu comme si vous regardez un lieu, mais vous ne vous voyez pas. Et bien dans l'idée, c'est que si on remonte au modèle WIJ, on peut mettre K, on peut accéder à PI. PI, ça serait une personne omnisciente en fait. Dans le sens où cette personne, par déclinaison, pourrait accéder à toutes les consciences de toutes les personnes dans tous les mondes. Et en accédant seulement à une seconde conscience, on pourrait déjà conclure à ce moment-là, si on faisait cette expérience de pensée, depuis cette structure commune, on va dire, on pourrait déjà conclure qu'il y a d'autres personnes que soi-même qui sont amenées à avoir une conscience d'elles-mêmes et du monde qui les entoure. Donc c'est un modèle, un modèle qui dénote d'une pensée, parce que une pensée, avec une structure qui est quand même assez puissante. Parce qu'à partir de cette structure, qu'on peut rechercher, pareil, à travers une fonction, on peut essayer de revenir en arrière et trouver une fonction, on pourrait accéder à la fois à tous les mondes et à la fois à toutes les consciences de toutes les personnes, tous les mondes. Alors on me dirait, est-ce qu'on a encore besoin du temps? Non, on n'a plus besoin du temps. Parce qu'on peut, la question du temps ne se pose même plus. Une dimension chronologique d'accès aux consciences n'est même plus nécessaire. Et on arrive à une conscience sans temps. Et c'est peut-être parce qu'on arrive à une conscience sans temps qu'on peut accéder à d'autres consciences. Parce qu'on nous-mêmes, je pense qu'on est enfermés. Ma conviction, c'est bien sûr, on a mal posé la question de la conscience. Où se trouve la conscience? Mais où se trouve la conscience aussi dans le temps? Et la conscience, à mon avis, on est enfermé à la fois. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir accès aux consciences d'autres personnes, c'est qu'on est enfermé à la fois dans l'espace et dans le temps. Si on retire l'espace, si on a accès à tous les espaces, et que la question du temps ne se pose plus, là on peut avoir accès à d'autres consciences que la nôtre, mais à travers le rêve. Mais le travail à faire, c'est de retrouver cette structure initiale. Et est-ce qu'elle existe? Alors, c'est pas une structure, il ne faut pas l'imaginer comme une structure qui existerait d'un point de vue mondain, comme on se représente le monde. C'est une structure, on peut voir peut-être comme une structure de nature mathématique. Voilà, donc en tout cas le rêve, ce qui est commun, alors aussi, c'est que le rêve, par cette fonction G, alors fonction G c'est ce qui permettrait de revenir... la fonction G, ça serait une fonction différentielle qui permettrait de revenir en arrière vers cette structure. Je l'appelle comme ça, structure, mais il y a peut-être d'autres noms plus intéressants. Ça permet, on l'a vu, d'accéder au monde, au lieu, en tant qu'on passe par ici et qu'on revient par là, et d'accéder aux personnes, on a vu par la conscience. Alors donc, ça, personne et monde, on a vu que c'était deux éléments, deux notions, deux concepts qui étaient essentiels déjà dans le premier modèle et dans le deuxième modèle.
Et la question qu'on peut se poser, parce que là, ce qui est commun en fait, le phénomène commun, c'est le phénomène du décalage dans l'attente. Ce qui est arrivé, c'est que au cours de mon rêve, je me suis attendu, ça m'arrive assez souvent, je me suis attendu à me retrouver dans le même lieu que là où je vivais ou le lieu où je pensais être. Et non, j'étais dans un autre lieu qui était un petit peu différent. Où je me suis, ça m'est arrivé aussi, de penser me retrouver dans mon corps, mais en fait, le déroulement du rêve fait que je ne suis pas dans mon corps. Par exemple, je me souviens d'un rêve, une femme dans le rêve me demandait de faire un plongeon. Et dans la réalité, je suis incapable de faire un plongeon plat comme on le voit à la télé. Parfait. Et je voyais ce corps qui plongeait suite à la demande de la femme. Et je savais très bien que c'était pas moi, ça pouvait pas être moi. Donc je voyais un corps qui pouvait être moi, le mien, mais sans être le mien. Donc là, c'est une expérience. C'est le même type d'expérience parce en fait, il y a un décalage. C'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un décalage par rapport à ce qui est attendu dans une situation correspondant au monde ordinaire, le monde actuel qu'on vit. Donc à travers le rêve, ce qui est commun, c'est un décalage vers la personne, vers le monde. Alors la question qu'on peut se poser, c'est le monde, la personne, la notion de personne et de monde, de quoi ces deux modalités, que sont devenues personne et monde, modalités par rapport à ce qui est attendu, de quoi sont-elles? Ce sont les modalités de quoi? Voilà, là c'est une question fondamentale. Et c'est là qu'on voit que le décalage par rapport à ce qui est attendu, finalement, révèle, souligne peut-être la structure de la réalité. Parce qu'en métaphysique, ce qu'on fait, ce qu'on recherche là, c'est la structure de la réalité. Comment est-ce que le monde est si on considère qu'il y a un seul monde, comment est-ce que le monde est? Comment est-ce que le réel est? Quelle est la structure ultime de la réalité? Et bien ici, à travers ces deux modalités que sont la personne et le monde, par rapport à ce qui est attendu, eh bien ce décalage va donner un indice sur, j'appelle la structure de la réalité. Là, je l'ai appelé ici IJK. Là, je l'ai appelé PI, parce qu'on voit que les deux modalités que sont personne et monde sont encore présentes, mais il y a peut-être une autre structure encore avant, de laquelle déclinent tous les rêves qu'on est en mesure de faire, et dans lequel, justement, le décalage apparaît un décalage par rapport à ce qui est attendu dans notre monde actuel. Voilà, je vous remercie pour votre attention pour cette émission portant sur un modèle un petit peu particulier dans lequel finalement le temps n'a plus lieu d'être d'une certaine manière. Au revoir.